Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et pop culture. Une émission spéciale ce soir, une émission bilan 2020. Et oui, nous avons cédé à cette tentation de faire une émission spéciale sur 2020, l'année qui vient de s'écouler, puisque devant la pauvreté de l'actualité cinématographique, nous avons battu en retraite. Et au lieu de parler de nouveaux films avec enthousiasme, nous allons revenir sur une année particulièrement morose, mais peut-être pas d'un point de vue cinématographique. On verra cela dans les quelques minutes qui viennent. Ce soir, en plus, la table ronde est malheureusement décimée puisque mon assemblée est réduite. Nous n'avons avec nous uniquement que les excellents, les excellentissimes, les merveilleux Lucien Alflans. Oui, je suis plusieurs. Salut les gars, merci pour tous ces jolis mots. Mais je parlais également, bien sûr, de Manuelas. Salut les gars. Bon, eh bien, bonsoir messieurs. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, Julien Rombaud n'est pas là puisqu'il a une urgence au niveau de son travail. Mais rien de grave, ne vous en faites pas. D'autre part... Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais que très peu intervenir dans les débats, même si vous savez bien sûr que j'ai l'opinion qui rassemble le plus, mais je n'interviendrai que très peu puisque moi-même, cette année, pour raison familiale, j'ai vu très peu de films et donc je ne m'estime pas pertinent à faire un bilan sur l'année cinéma, donc je vais juste arbitrer entre Lucien et Manu ce soir. Donc nous avons découpé cette émission en plusieurs petites questions. On va parler un petit peu des coups de cœur, des coups de sang, des redécouvertes et des acteurs, actrices qui ont, selon Lucien et Manu, marqué leur année de cinéphile. Alors, on commence tout de suite avec, bien sûr, la pandémie qui a précipité l'exploitation cinéma dans sa nouvelle mouture, qui a poussé les studios hollywoodiens dans leur retranchement, qui a empêché le Festival de Cannes, qui a empêché la sortie d'énormément de films qui sont encore dans les tiroirs. On apprend d'ailleurs aujourd'hui, merveilleuse nouvelle, qu'il va y avoir des reshoots du prochain James Bond puisque le placement de produits n'est plus à l'heure. Donc on va refaire des reshoots pour les placements de produits. Et oui, on a changé de Nokia entre 2020 et 2021. Quoi. C'est ça aussi. Les Nokia, ça existe même plus, Manu. Voilà, donc, c'est juste l'iPhone 1417. Donc dans cette superbe année cinématographique et qui sonne l'heure des bilans, je voyais récemment dans un podcast concurrent qu'il disait le dernier blockbuster de son espèce s'appelait Endgame, ce qui est plutôt rigolo. Alors, messieurs, est-ce que vous avez un mot sur 2020 et sur comment vous entrevoyez le futur de l'exploitation cinéma ? Bon, y a beaucoup de débats autour des prises de position des studios qu'on a eues au cours de l'année et même en tout début d'année. Après, j'ai quand même l'impression que c'est un mouvement de fond qui est à l'œuvre depuis plusieurs années au sein des studios, au sein même de l'exploitation même des films en salle. Hein. On en a déjà parlé auparavant au sein de Transmission, notamment avec le manque de visibilité de certains films et le manque de publicité faite par les exploitants autour de certains films. On parlait notamment du Jimmy Man, de Ang Lee, ou encore plutôt le Billy Lynn, qui ont quasiment eu droit à des sorties techniques alors qu'ils étaient des films proprement à même de ramener les spectateurs en salle. Donc cette place un petit peu contrariée de la salle aujourd'hui, je pense qu'elle est d'autant plus évidente maintenant avec le Covid, mais le Covid, à mon sens, n'a été qu'un accélérateur de ce qui déjà était à l'œuvre au sein de l'industrie
Et je pense que s'il y a un bilan à faire, c'est je pense qu'il y a un manque d'éditorialisation claire autour des sorties des films. Je pense que c'est le boulot aussi que doivent reprendre en main les exploitants s'ils veulent vraiment redonner à la salle la place qu'elle a dans notre cinéphilie. Et c'est aussi un manque qu'on retrouve sur les plateformes de streaming, là où les films sont complètement perdus au sein des algorithmes. Ouais, il y a une certaine... on entend beaucoup de plaintes du côté des exploitants et parfois qu'on peut quand même mettre dans une balance avec le travail qui est fourni et souvent pas fourni par ces mêmes exploitants. Sinon, ouais, voilà, je pas énormément. Mais comment vous voyez par exemple le Warner qui va balancer ses blockbusters en même temps en streaming ou peut-être un jour avant en salle, je ne sais plus exactement, mais bref, cette décision de la part de Warner de faire ça pour leurs films à venir, notamment Matrix 4. C'est quand même pas une petite cartouche. Et par exemple Disney qui sort ces énormes cartouches comme Soul directement sur Disney+, sur tous les territoires où Disney+ est actif. Comment vous voyez ça un peu ? Vous croyez que c'est la mort annoncée de la salle ou Comme disait Manu, après c'est des choses auxquelles on était déjà préparé depuis un bon moment. Moi, par rapport à Warner, je me suis un peu posé la question de savoir à quel point ils avaient vraiment tenté, mis leur dernière carte avec Tenet et Wonder Woman, qui finalement c'était plus compliqué que ça, plus compliqué que prévu pour Wonder Woman 1984, mais je me suis aussi posé la question de savoir si c'était pas une forme d'hypocrisie et qui avait peut-être aussi nourri la fameuse colère de Nolan dont on parle beaucoup ces derniers jours, dont on a pu lire, j'ai absolument pas vérifié les sources, mais qui serait en discussion avec d'autres grands studios, qui seraient en train de claquer la porte. Voilà, je sais pas exactement. Maintenant, ce que ça représente pour l'avenir de l'exploitation en salle, c'est questionnant. Maintenant, est-ce que ça va pas aussi simplement continuer à creuser le sillon qui était déjà quand même entamé avant savonneux, ça. Il est savonneux le Voilà. sillon. Regarde le catalogue de 2020 de Warner, il fait pas rêver. Même si Warner se targue d'être encore le dernier studio à produire des blockbusters d'auteur, et encore c'est très 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 discutable, puisque on a quasiment que des suites, des franchises. Donc, j'ai envie de dire, sur le catalogue 2021, je suis pas sûr que je serais allé voir beaucoup de films Warner en salle. Faut être assez honnête. Très bien. Bon, je pense qu'on va de toute façon revenir sur ce débat au fur et à mesure des autres questions de la soirée. Alors, j'aimerais, messieurs, maintenant que vous me parliez, je vous ai demandé de choisir 3 films sortis en 2020 que vous avez trouvé très bons, voire excellents, voire des chefs-d'œuvre. Vous pouvez parler de ce que vous avez vu en salle ou de ce que vous avez vu, bien sûr, en VOD. On commence peut-être par Manu. Je pense, je pourrais revenir sur plusieurs films, mais si je devais en garder seulement 3 pour 2020, le premier qui me viendra en tête, ça serait, je pense, Un pays qui souhaitait un sage de David Dufresne, sur lequel on a déjà débattu en fin d'année, mais il y a eu aussi beaucoup de films qui auraient eu leur place dans un top si on en avait fait un cette année. Je pense par exemple au dernier Malik, au dernier Clint Eastwood en début d'année, Ouais. ou alors plus récemment le film d'Aaron Sorkin. Mais bon, pour la force de son propos et à la fois l'intelligence tout en retenue de sa mise en scène, je pense que ça serait le film de Dufresne que je mettrais à l'honneur. Après, en dehors des films qu'on a traités dans Transmission, il y aurait, assez ironiquement, au vu de ce qu'a été l'année 2020, un film espagnol qui s'appelle Chez moi, des frères Pastor, que j'ai découvert en tout début de confinement. C'est un film qui s'attache à suivre le parcours d'un ancien publicitaire qui rêve de reprendre la main sur son ancien appartement et qui va progressivement s'immiscer de manière assez insidieuse dans la vie de ses occupants. C'est un film qui est un peu à l'image d'une partie du cinéma de genre espagnol et aussi d'un cinéma qu'on ne pratique plus ou du moins pas assez, et qui n'a jamais peur de s'attacher à des personnages purs salauds. On l'a un peu vu l'année dernière avec un film comme El Reino, et là ça procède un peu du même principe avec un rapport d'identification avec le personnage principal qui va progressivement se déplacer au fur et à mesure de ce qu'on découvre de la moralité du personnage, et que ça va interroger notre attachement à lui. Donc voilà, c'est un film qui entretient certains liens ou une certaine parenté avec notamment le
Le Parasite de Bong Joon-ho, et avec un autre film que j'aime beaucoup, qui est Arrivé d'Erci Amore Ciao de Michele Soavi. Donc voilà, si vous l'avez pas vu et si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez aller fouiller un peu dans les bas-fonds de Netflix. Mais après, pour terminer, effectivement, j'aurais pu parler du Malik, du Eastwood, mais je vais parler d'un film effectivement largement plus anecdotique, mais qui m'a beaucoup touché, principalement pour son acteur principal. Et ce film, c'est The Way Back de Gavin O'Connor. Gavin O'Connor qu'on connaît pour Warrior avec Tom Hardy et Joel Edgerton, et qui avait aussi signé il y a 1 ou 2 ans un assez étrange film d'action qui s'appelait Mr. Wolf avec Ben Affleck, qui était un comptable le jour et barbouze la nuit. Donc voilà, le The Way Back, c'est le deuxième film qui réalise avec Ben Affleck. Donc The Way Back, c'est un film de sport comme on en a vu déjà des centaines, et qui révolutionne pas la poudre. C'est un film où Ben Affleck interprète un ancien basketteur professionnel, ex-gloire de son lycée, qui est devenu alcoolique, divorcé, qui se retrouve à entraîner l'équipe de son lycée. Et pour moi, c'est un film où personnellement, je retrouve ce qui a pu à un moment me séduire dans la carrière de Ben Affleck, quelque chose qu'il a pu laisser transparaître dans des films comme The Town ou Argo, ses propres réalisations, à savoir un versant de sa personnalité un peu plus humain, un peu moins engossé dans le costume de super-héros ou de gendre idéal qu'il a endossé pendant des années et où, à mon sens, il a jamais été crédible. C'est sûr que Ben Affleck, ça reste, c'est pas le plus grand acteur sur Terre, mais là, dans ce film-là, il y a vraiment un jeu de miroir entre ce qu'on connaît de sa vie, et de facto, c'est peut-être une des rares fois, ou une des premières fois où je sens qu'Affleck baisse un peu la garde, va chercher au fond de lui-même quelque chose que pour moi auparavant je n'avais jamais vu chez lui. Il est à la fois extrêmement physique et en même temps il y a une réelle fragilité qui se dégage de son interprétation, et ça donne lieu à des scènes assez bouleversantes. Donc voilà, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un film qui me dit qu'il y a encore quelque chose à creuser dans la filmo de Ben Affleck. Super, merci Manu. En effet, ce bon vieux Ben Affleck qui était, enfin moi je trouvais en tout cas personnellement excellent dans le Gone Girl de David Fincher, dont on va reparler un petit peu plus tard. Moi aussi. Parce que justement il était choisi pour son physique et son image, qu'il trimballe avec lui, cette espèce de mec un peu mou, un peu le américain moyen, légèrement bête, sur lequel il jouait très très bien, je trouvais, pour lequel il était excellemment bien casté dans le Fincher. Mais je pense que dans le Fincher, c'est sûr, il y a des liens, mais notamment ce lien constant entre son image publique et le rôle qu'il a dans le film. Mais pour moi, dans Gone Girl, à mon sens, ça résidait principalement dans un très bon choix de cast, plus que dans son interprétation en tant que telle, plus dans la manière dont il était utilisé que dans sa performance d'acteur, même si je déteste ce mot de performance. Là, dans The Way Back, qui est un film beaucoup plus modeste, il a plus sa place en tant qu'acteur, et où, à mon sens, pour la première fois, je le vois me dévoiler une facette de son talent d'acteur que je connaissais pas. Super, merci. Lucien, on passe à toi, ton choix, ton trio de tête pour 2020. Dans l'ensemble, d'abord, je partage assez bien tout ce que vient de dire Manu. Alors, dans mon trio de tête, il y en a qui étaient déjà cités par Manu, mais du coup, je vais en citer peut-être vite fait 2 autres auxquels je pense là comme ça, qu'il n'a pas cité, qui sont Les 7 de Chicago, qui est un film qu'on a chroniqué aussi, dont on avait dit beaucoup de bien. Je pensais aussi au moins important à mon sens, mais très intéressant parmi le peu de films que j'ai pu retenir cette année. En effet, je pensais aux Enfants du Temps de Shinkai, ou même à Adoration de Fabrice Duvels pour parler un petit peu de cinéma belge. Mais sinon, le film qu'on n'a pas eu l'occasion de chroniquer, qui mériterait peut-être, il me semble, un peu plus que les quelques secondes qui vont venir, c'est le Soul de Pete Docter, donc le dernier Pixar en date, sorti directement sur Disney+, le jour de Noël, le soir de Noël. Voilà,
un des meilleurs Pixar que j'ai vu pour moi, en tout cas depuis un certain moment, et même je pense depuis la création du studio. C'est un film qui a une forme de liberté qui est assez inhabituelle chez Pixar et qui, je trouve, dans ce cas-ci, me semble être un bel hommage à l'improvisation et donc au jazz que pratique son héros. C'est un film qui tient une émotion permanente, souvent presque méditative, qui filme les mouvements d'âme comme peut-être justement seul pour moi avant, qui me vient en tête comme ça en tout cas, c'est comme seul pouvait le faire Malick habituellement. J'ai vraiment pensé à Malick plusieurs fois en regardant Soul de Pete Docter. C'est étrange, mais c'est la vérité. T'essayes de le vendre à Olivier ou t'essayes d'en faire un repoussoir là? Ni l'un ni l'autre. J'essaie juste d'enchaîner quelques idées qui me viennent ou que j'ai notées comme ça sur le film. J'aime aussi beaucoup la manière dont il semble prendre une direction morale dès le début et puis très rapidement la questionne, cette morale déterministe ou cette prédétermination dont pourrait parler le film. Mais en fait, tu pourrais peut-être pitcher le film à ce propos, peut-être un tout petit peu pour rester moins vague sur cet aspect-là du film. Ouais, c'est vrai. Bon, alors en tout cas pour t'aider, venir à ta rescousse, Lucien Alflans, moi je connais un peu le pitch du film. De ce que j'en sais, je ne l'ai pas vu. Donc c'est l'histoire d'un pianiste de jazz qui obtient l'audition de sa vie, mais sur le chemin pour aller à l'audition, il a un accident, ce qui fait que son âme se retrouve dans une espèce de forme d'au-delà. Et voilà, c'est un peu ça, non ? Ouais, c'est ça. Donc, à travers ça, moi, je trouve quand même hyper intéressant un film pour enfants. Alors, on a beaucoup questionné le fait que ce soit un film pour enfants ou non, mais ça reste un film pour enfants qui semble rappeler à tout instant que les choses sont presque systématiquement plus compliquées qu'il n'y paraît, mais jamais aussi graves ni jamais aussi légères. En fait, c'est un film qui n'est à aucun moment noir ou blanc, qui va vraiment chercher les choses dans la nuance. Et je trouve qu'il y a une époque où ce genre de films ont plutôt tendance au manichéisme et à la simplification de pensée. Ça fait plutôt du bien. Au final, ouais, le film se demande ce qu'est une vie réussie et il n'y offre jamais vraiment de réponse, ou en tout cas pas de réponse arrêtée, seulement des bribes par grand nombre, un grand nombre de bribes de pistes à explorer. Et puis c'est un film assez marrant parce que, enfin marrant, si à certains moments amusant, mais je veux dire surtout étrange dans la manière dont le film est très structuré scénaristiquement, comme très souvent chez Pixar, mais en même temps tout ça se passe à travers la quête d'un personnage qui va se réinitialiser plusieurs fois au cours du récit. Et en ce sens, c'est presque un film anti-Pixar, en fait, un film anti-campbellien, on pourrait dire aussi. Et puis, c'est bourré d'idées visuelles. On pense, il y en a une qui est directement inspirée de l'Alinéa, qui était un dessin animé court qu'on pouvait voir sur les chaînes belges dans ma prime jeunesse et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'aime aussi beaucoup la manière dont les personnages qui errent dans ce qu'on va appeler ces sortes de limbes ou cet au-delà, je crois, comme ils disent dans le film, un peu peut-être plus lourdement, sont des personnages qui ont des contours troubles, comme s'ils étaient infinis, ou en tout cas pas terminés. C'est quand même un film qui est très réussi aussi d'un point de vue je trouve tous ces personnages existent à 100%. Je trouve qu'ils amènent à chaque fois un angle de lecture. Je trouve que chacun porte un sentiment, porte une mélancolie. Il y a une musique, alors ça c'est assez marrant, mais il y a une musique que je trouve très intéressante de la part de Trent Reznor et Atticus Ross, qui arrive à ponctuer les émotions comme si c'était une musique orchestrale, alors qu'en fait pas du tout. Elle se résume généralement à quelques notes bourrées de réverb. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'était de me dire que le mec qui enregistrait I Want to Fuck You Like an Animal dans le domaine de Manson se retrouve un jour à faire la musique d'un film Disney. Enfin bon, ça
c'est l'industrie qui veut ça, et puis c'est le talent du gars aussi, dans les deux domaines. Et même, je trouve, le Deus Ex Machina final, qui a été jugé facile par beaucoup, en fait, je trouve qu'il achève le propos assez justement par son inachèvement, justement, dans une forme de boucle, dans une ouverture de tous les possibles. Bref, je trouve que c'est un film dont on pourrait parler longtemps, qui soulève beaucoup de questions philosophiques, qui a beaucoup de qualités et probablement quelques défauts d'un point de vue cinématographique. C'est un film dont on pourrait parler très longtemps et je pense sur lequel il y aurait de l'échange intéressant. Mais voilà, notre actualité a fait qu'on s'en résume à ça. Mais c'est un film, je pense quand même, à mon sens en tout cas, important de cette année et peut-être même un peu au-delà. Bah oui, d'ailleurs, je pense que Manu l'a vu, il va rebondir sur ce que tu viens de dire, Lucien. J'ai pas grand chose à dire de plus que Lucien, si ce n'est que c'est pour moi un film qui malheureusement m'a assez peu touché. Je l'ai trouvé assez brillant dans toutes les thématiques qu'il abordait et justement la manière de les détourner ou de les pervertir par rapport à justement ce que tu peux percevoir du film au départ, notamment cette notion d'acquis que pourrait avoir chaque personnage et toute cette notion de destinée que le film réinterroge. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui m'a plu dans le film, mais d'un point de vue émotionnel, de mon attachement au personnage, j'ai quand même un gros manque d'affect, et ça tourne principalement autour du fait que ce deuxième acte du film, entre ce jazzman qui se retrouve propulsé sur Terre, mais dans un corps qui est pas le sien, et une âme encore non formée qui se retrouve dans son propre corps à lui, je trouve que la dynamique, moi cette dynamique on va dire de buddy movie revisité, elle fonctionne moyennement. Moi je trouve tout est survolé trop rapidement. Je trouve que ça m'empêche de développer un affect vis-à-vis des personnages. Et c'est aussi un film qui, à mon sens, tourne beaucoup autour de son concept, autour de ses idées, mais qui, à mon sens, peine à embrasser sa promesse de départ, qui est toute contenue dans son titre Soul. Et c'est, à mon sens, un film qui manque un peu de ce supplément d'âme. Donc voilà, ça reste un très grand cru de l'année 2020. C'est un des meilleurs films Pixar de la décennie, mais à l'instar de Vice Versa, c'est un film qui personnellement me parle assez peu. Super, merci messieurs. Écoutez, pour qu'on fasse une petite ponctuation, on va peut-être écouter un petit bout de musique de Soul, et puis on reviendra tout de suite après avec la prochaine question.
après ce petit interlude musical, on continue donc sur notre bilan 2020. Messieurs, je vous ai demandé quelle découverte vous aviez fait en 2020, un réalisateur que vous aviez envie de suivre, donc soit un premier film ou un film de début de carrière, ou en tout cas quelqu'un qui vous donne de l'espoir pour la suite. Moi j'ai dû creuser quand même, hein. D'abord parce que même si j'ai plus été au cinéma que beaucoup de gens je pense, j'ai vu quand même beaucoup moins de films en 2020, beaucoup moins de sorties en tout cas en 2020 que dans plus ou moins toutes les autres années de ma cinéphilie. Et je suis assez loin d'avoir adoré le premier film dont je vais parler, qui est un film bourré d'idées, mais que je trouve assez mal construit dans son écriture. La lourdeur des personnages, je trouve l'intrigue poussive, mais aussi assez mal construit dans son découpage, dans le sens où les scènes de jungle, je donne un indice à Oli, c'est pas du Makti ou du Boorman, quoi. Mais ça reste un cinéaste qui me laisse assez curieux. Donc je parle du réalisateur de Monos, Alejandro Landes. Voilà, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. J'aurais pu aussi parler de réalisateur d'un film qu'on a chroniqué et dont on n'a pas dit que du bien, loin de là, qui sont les frères Safdie, dont le Uncut James était un peu une déception à travers pas mal de carences de mise en scène et surtout, je pense, de mise en espace. Je l'ai revu depuis, je l'ai revu un peu à la hausse. Dans l'ensemble, c'est pas un film que j'adore, mais c'est un film que j'ai trouvé assez stimulant pour me donner envie de continuer à les suivre, d'autant que j'avais plutôt aimé leurs précédents films. Donc voilà. Pas grand chose que j'ai absolument envie de suivre, où je foncerai le jour de leur sortie en salle ou sur une plateforme, on verra. Mais je verrai leur prochain film, ça j'en suis certain. Ouais, donc avant de passer la parole à Manu, peut-être sur Monos, donc moi c'était un film que j'attendais beaucoup aussi. Voilà, je me suis posé la question en cette fin d'année de qu'est-ce qui me restait du film. C'est vrai qu'il me reste pas énormément. C'est vrai que je trouvais des carences au niveau narratif surtout. Après, selon moi, il y avait quand même une belle construction je trouvais les personnages assez forts, assez attachants, et je trouve que au niveau du découpage et du rythme, c'était aussi quelque chose qui était un film qui était assez prometteur, ouais. Pour moi, c'est clair que c'est pas du tout à la hauteur du foin que certaines personnes en ont fait, mais c'est un film qui donne envie de suivre son auteur, même si, en effet, ce n'est pas sans doute pas un metteur en espace comme McTiernan ou un gars qui va te faire ressentir une ambiance tellurique, un truc qui va t'immerger dans la jungle de manière sensitive comme Boorman, mais c'est néanmoins je trouve un réalisateur à suivre. Voilà, Manu. Moi d'abord j'aurais pu vous parler d'un film qu'on a déjà traité dans Transmission à nouveau, qui était le premier long métrage de Leo Carman, de La dernière vie de Simon, qui était un film très singulier, particulièrement dans son approche du fantastique, avec un sens du merveilleux qu'on voit assez peu dans le cinéma français, qui avait en plus pour particularité de s'appuyer vraiment sur la symbolique de ces images. C'est un truc tout bête mais qu'on voit assez peu. Je pense par exemple à ce très beau baiser qu'il y avait sur la plage entre les deux amants en contre-jour et qui donnait un caractère quasiment intemporel à leur relation. Donc voilà, c'était un très beau premier film et qui me donne envie de m'intéresser à la suite de la carrière de Leo Carman. Mais bon, pour pas me répéter, je vais plutôt parler d'un film qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter dans Transmission, qui est aussi un premier long métrage, Bluebird de Jérémy Guez. C'est une petite série B en mode film noir qui s'intéresse à la relation entre un ancien tôlard et une jeune fille un peu paumée. Le film a été tourné en Belgique, mais de ce décor, il n'en garde qu'une image qui se voudrait celle d'une Amérique fantasmée. La majorité du film se passe entre diner, motel, zone commerciale ou terrain vague. On est vraiment dans une image quasiment abstraite qui se resserre autour de ces personnages principaux, et c'est quelque chose que justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire du background de Jérémy Guez qui est romancier, c'est un film qui tient assez peu dans ses dialogues ou dans son intrigue pure, mais vraiment par des éléments de mise en scène, notamment dans sa manière de souligner certains éléments clés du récit.
Et voilà, c'est un film parfois qui rate peut-être un peu le coche au niveau de son histoire, avec certains retournements de situation qui paraissent un petit peu artificiels ou des seconds rôles qui sont un petit peu mal dégrossis. Mais le film réussit, à mon sens, l'essentiel, c'est de nous faire ressentir toutes les émotions contradictoires qui animent ces deux personnages. Donc voilà, c'est assez rare pour le noter, ça laisse présager du meilleur, à mon sens, pour la suite de la carrière de Jérémy Guez, qui a déjà signé un second long métrage américain qui s'appelle Son of Philadelphia, qui devait sortir en tout début d'année et qui a été repoussé du fait de la fermeture des salles. Et donc voilà, c'est un film que son distributeur garde au chaud pour l'ouverture des salles. Ok, super, merci messieurs. Prochaine question, est-ce que vous avez redécouvert un film en 2020 ? Soit un vieux film que vous aviez pas vu ou que vous aviez vu et qui vous était passé au-dessus, ou alors un film pas si vieux qui était passé sous le radar au moment de sa sortie et que vous souhaitez remettre en lumière aujourd'hui. Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant, on enchaîne avec Manu. Ben moi, ça sera un vieux film, hein. Un vieux film qui a quasiment mon âge, puisqu'il date de 1982. C'est Death Trap, Piège mortel de Sidney Lumet, un film qu'on pourrait qualifier de mineur dans la filmographie de Lumet, même si chez Lumet le mot mineur est tout relatif. c'est tout relatif, comme tu le dis si bien, Lucien. Mais bon, c'est plus un film qu'on va dire récréatif plus que mineur, et qui mériterait une belle ressortie dans une édition Blu-ray, puisque le film n'a pas plus été réédité, à mon avis, depuis une dizaine d'années en DVD à l'époque chez Warner. Mais bon, pour en revenir au film, c'est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre d'Ira Levin. Ira Levin, à qui l'on doit Rosemary Baby ou Ces garçons qui venaient du Brésil. Et donc, c'est un film qui met en scène Michael Caine et Christopher Reeves autour d'un jeu de manipulation entre un romancier à succès en panne d'aspiration et un jeune aspirant. Mais bon, je vais pas trop en dévoiler sur le film parce que notamment une grande partie du plaisir de procurer par le film repose dans certains de ces retournements de situation. Donc je vais pas ici griller certains éléments du film. Mais bon, voilà, c'est un film qui m'a remis sur le devant de la scène un acteur comme Christopher Reeves, qui est vraiment un acteur à mon sens totalement sous-estimé et qui prouve une fois de plus qu'il est capable de jouer absolument tout. D'autant plus qu'il a quand même face à lui Michael Caine, qui est quand même pas le dernier des acteurs. Donc voilà, c'est un film qui montre à quel point on a perdu un très très grand acteur avec sa disparition assez prématurée. Merci Manu. Lucien ? Bah ouais, merci Manu. C'est pas la première fois que tu nous en parles, même en off. Moi, je l'ai jamais vu. À chaque fois, je me dis il faut que je le voie et puis j'oublie. Mais ouais, ça, tu donnes envie en tout cas. Bah ouais, moi c'est peut-être la bonne nouvelle de 2020, c'est que j'ai pas mal vu de ressorties de films que j'aime beaucoup, voire même découvert des films en salle. J'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai vu La Leçon de piano, j'ai revu Crash, Akira, j'ai découvert plusieurs Aida Lupino dont j'avais jamais vu aucun film. J'ai vu des cours de Chaplin. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est la révision et la première vision en salle et en plus dans un montage que je ne connaissais pas de Shining. Et comme à chaque fois que je le revois, j'y vois une lecture nouvelle. Et rien que pour ça, je trouve qu'il faut revoir ce film régulièrement. C'est assez génial. Et là, évidemment, j'y ai vu une lecture attaquant assez frontalement, à un tel point je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça avant, et qui est pour le coup extrêmement contemporaine, attaquant assez violemment un certain patriarcat. Voilà, Shining à revoir, et moi c'est la première fois que je le découvrais sur un grand écran. Ça a quand même encore une autre gueule, quoi. C'était un autre montage, c'est-à-dire qu'il y a plus de scènes avec Danny et sa maman au début, c'est ça ? C'est ça, et une scène de plus avec, j'ai oublié son nom, mais avec... alors Anne. Exactement. On parle bien de la mini-série de Magaris, c'est ça, hein? Ah là là, tu veux dire la seule et unique version pour Stephen King, c'est ça ? C'est ça. Alors, merci messieurs. Donc, alors, maintenant la question qui fâche. Donc, un film ou une réa, enfin surtout un réalisateur, un auteur qui a déçu en 2020.
On commence par Lucien. Je vais commencer, je crois, parce que ça va être plus court. Alors franchement, j'y ai réfléchi et je trouvais pas. Je me suis dit Sofia Coppola, mais elle déçoit depuis 20 ans, donc ça compte pas. Puis t'attends plus rien de Sofia Coppola. C'est donc ça, elle peut voilà, pas décevoir. exactement. Donc ne me déçoit pas. Vaclav Marul, qui est réalisateur du nullissime Painted Bird, mais il ne déçoit que par rapport à son incompréhensible réputation très récente, donc ça marche pas non plus. Donc je vais dire Michael Mann, parce qu'une année sans Michael Mann est par définition une année ratée. Donc nous avons atteint le point Michael Mann. J'annonce la fin de cette émission dans les 5 minutes à venir. Non, alors du coup, Manu. Moi, je vais parler de déception sur un film qui a pourtant plein de qualités, mais je vais parler de déception parce que c'est à la fois un film et un réalisateur dont j'attendais beaucoup. Et ce film, c'est Manque de David Fincher. C'est une déception parce que c'est un film qu'on a longtemps entendu, puisqu'on sait que Fincher a développé ce film pendant de nombreuses années. À la même époque, il développait aussi une adaptation du Dahlia Noir de James Ellroy qui, comme Manque, devait être un film tourné en noir et blanc. Donc voilà, c'est un film qui s'est dessiné au carrefour de ces deux projets, et donc c'est un film qu'on a peut-être un peu trop fantasmé, mais à mon sens, c'est un film qui souffre d'un gros déficit d'émotion. C'est un film qui, moi, peine à m'intéresser à son histoire, à son personnage principal. Je trouve que c'est un problème qui tient beaucoup dans l'écriture même du film, qui cherche très peu à amener le spectateur vers le film, qui, à mon sens, nous perd dans sa description du Hollywood des années 30 et 40, autour de personnages qui peuvent souvent apparaître pour à mon sens, un spectateur non averti comme assez anecdotique. Je trouve qu'il y a vraiment un problème de dramaturgie vraiment dans la manière d'introduire ces personnages. Après, sans rentrer longuement dans le film, il y a moi un personnage qui synthétise assez bien tous les problèmes du film. C'est le personnage de Charles Lederer, un scénariste pour Hawks, Wilder, et qui est présenté au tout début du film comme un jeune aspirant scénariste un peu candide, qui va rejoindre le pool d'auteurs dont fait partie Mankiewicz. Je sais plus, à l'époque, on est chez Universal, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et ce personnage-là, ce scénariste, il nous est présenté uniquement sous ce registre-là du personnage un peu candide qui débarque à Hollywood, alors même que c'est un personnage qui a eu quand même une parenté avec Marion Davies, puisqu'il est son neveu. Marion Davies, qui est la femme de Randolph Hearst, le personnage qui a inspiré Kane dans Citizen Kane. Et c'est aussi une personne qui, par la même occasion, a par la suite épousé Virginia Wells, qui est l'ex-femme de l'Ouest. Donc c'est quelque chose que développe jamais le film. Le film nous donne même pas cette information, qui est pourtant, à mon sens, capitale pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment de sa présence assez régulière dans le récit. C'est un film qui d'abord est en effet de grosses carences émotionnelles. C'est un film qui est très mental, mais par contre, je trouve, moi, j'ai plutôt franchement aimé le film pour ces raisons-là, même si je suis paradoxalement tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Manu, mais c'est un film quand même qui est, je veux dire, c'est de la crème chantilly pour les geeks comme nous, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même parce que dans cette même scène de pool de scénaristes, on retrouve des scénaristes qu'on aime beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont, enfin bon, voilà, des scénaristes du Hollywood des années 30, de films qu'on a tous vus et aimés. C'est quand même assez amusant de les voir comme ça, même si je suis d'accord pour dire que la plupart de ces personnages sont en fait des pivots narratifs autour du seul personnage qui intéresse vraiment Fincher, père et fils, qui est Herman Mankiewicz. Oui, mais aussi, il en oublie, à mon sens, de développer une vraie dramaturgie autour de ces personnages. C'est vrai. Pour moi, ce personnage de Charles Lederer, il aurait pu justement amener une certaine conflictualité dans les rapports entre Mankiewicz, entre Marion Davies, et pour moi, le film ne fait qu'effleurer ça. C'est assez visible, notamment dans cette scène de fin où Charles Lederer revient pour donner son avis sur le scénario. Si on n'a pas connaissance des liens de parenté entre Marion Davies et Lederer, on ne comprend pas du tout l'enjeu de cette scène. On passe totalement à côté du fait que, d'une certaine manière, Mankiewicz se demande s'il a trahi ou non Marion dans son scénario et dans son utilisation qu'il en fait dans le scénario de Citizen Kane. Donc vraiment, c'est pour moi un souci, et c'est un souci qu'on retrouve un petit peu dans la manière dont le scénario a aussi tendance à chercher de manière assez artificielle à humaniser le personnage de Mankiewicz, notamment je pense à cette scène entre l'infirmière de Mankiewicz et sa secrétaire de rédaction,
où face à l'état délétère de Mankiewicz qui ne fait que boire et ne quitte jamais son lit, l'infirmière va lui dire oui mais quand même il a un bon fond, ce personnage, il a sauvé de l'Holocauste tout un village entier. Donc voilà, je trouve que c'est une manière assez grossière de ramener un petit peu d'affect sur le personnage de Mankiewicz qui est décrit tout le long du film comme une sorte de loque humaine, alcoolique, ne quittant jamais son lit. Mais... Donc voilà, c'est pour moi un film qui pêche beaucoup par son scénario, mais aussi par son refus d'amener le spectateur. Et pour moi, si le film se résume à un spectacle un petit peu pour Happy Few, je trouve ça assez triste et assez dommage de célébrer un film qui met autant le spectateur de côté. C'est un film très particulier qui, je pense, comme pour Saul plutôt, mériterait qu'on s'y attarde à plusieurs et plus longuement, ce qu'on ne va pas faire ici. Mais c'est vrai que c'est un film qui porte tous les défauts dont parle Manu. Après, à chacun de voir à quel point ça peut nous rebuter ou non. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé, si je devais relever un point qui rejoint ce que tu dis Manu, c'est qu'en fait le film part aussi du principe que le génie, je veux dire principal, en faisant ça, par exemple, je le trouve qu'il le fait plutôt adroitement en mettant de côté la mise en scène d'Orson Welles pour Citizen Kane, fait le génie principal de Citizen Kane, en fait il l'offre à Herman Mankiewicz. Alors même que pour moi les rares défauts entre guillemets de Citizen Kane se logent dans son scénario, et on pourrait dire en fait que à ce niveau-là c'est vraiment Mank est parallèle, enfin fonctionne un peu de la même manière à ce niveau-là que Citizen Kane, d'abord parce qu'il a une construction en forme de flashback, à semi-rebours, on va dire, qui est semblable à celle de Citizen Kane, mais en fait, parce que de la même manière, alors toute proportion gardée, Mank base beaucoup sur son scénario et fait assez confiance à son scénario, alors même que ce scénario est foireux en fait. Et je trouve que là-dessus, il y a une parenté entre les deux films. Il y a un truc qui est probablement involontaire qui se tisse, mais qui est assez passionnant d'un pur point de vue de cinéphile mental, je vais dire. Maintenant, c'est sûr sauf que Citizen Kane est d'une concision oui, sans on pareil est d'accord, vis-à-vis du scénario de Mank. Et à mon sens, la qualité des films. Si on peut rebondir sur un petit peu le débat début d'émission, c'est aussi un problème de Mank, c'est qu'à mon sens, à un moment, personne n'est venu retoquer Fincher sur son scénario. Et c'est qu'à un moment, c'est là aussi le côté carte blanche offerte par Netflix fait que le souci de Netflix, c'est que c'est pas des producteurs. Pour moi, Fincher n'a pas osé retoucher le scénario de son père. Et derrière, il y a pas de producteur qui est venu lui dire, là, on comprend vraiment rien. Il faut que tu aies quand même un minimum que tu prennes le spectateur par la main. Et le film est brillant parce que oui, Fincher est un réalisateur brillant, mais c'est un film quand même qui pêche totalement à t'impliquer, à mon sens, et qui est condamné à toucher qu'un cercle restreint de cinéphiles. Je trouve ça un peu dommageable quand ta démarche la démarche se limite à ça, et qu'à mon sens le film aurait gagné beaucoup en concision à travers des réécritures ce qui est pourtant au cœur du propos du film, mais bon voilà. Je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis Manu. Maintenant je trouve, alors je fais une mini parenthèse, mais je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont vraiment brillantes et qui en effet peut-être peuvent presque être retiré d'un ensemble narratif, mais il y a quand même 2-3 scènes que je trouve brillantes. Mais bref, pour rebondir sur ce que tu disais juste plus tôt, sur le manque peut-être de producteurs, ou en tout cas de gens disons de cadres pour Fincher, c'est vrai que c'est un débat que moi j'entends et je lis très régulièrement à la sortie de presque tous les films produits par Netflix et même parfois injustement distribués par Netflix. Alors oui, souvent je suis d'accord avec ça dans le sens où ces films ont moins de tenue en termes d'efficacité, mais je trouve aussi, et c'est paradoxal, et même si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, qu'il y a aussi parfois moins de profondeur sur certains points, moins de gageurs personnels, je veux dire. Alors je pense que Mank, comme le dernier Scorsese, comme le dernier Cohen, voire même comme le Roma de Cuarón qui est distribué et non produit, et auquel en plus, que j'aime
en plus presque sans retenue. Je pense que peut-être tous ces films, allez, mettons Roma à part, gagneraient à être plus resserrés, plus tendus sur leur arc narratif, simplement en fait plus efficace. Mais je pense que dans tous les cas, on perdrait une forme de mélancolie, une singularité, un côté journal intime commun à toutes ces œuvres. Alors je reprends un point qu'on a déjà évoqué entre nous et qui est un débat régulier dans la cinéphilie, qui est la version originale d'Apocalypse Now, qui est fondamentalement et indéniablement plus réussie que la Redux. Mais je ne peux m'empêcher à chaque fois d'avoir une vraie tendresse pour la version Redux, qui se permet un clair alourdissement narratif, mais aussi plus de risques, plus de recherche et d'éclairage sur certains points laissés de côté, particulièrement dans le cas d'Apocalypse Now, sur le côté cyclique de la guerre, à travers les âges, les fantômes qui n'ont pas le temps de disparaître avant qu'une nouvelle guerre arrive et qui relie toutes ces guerres ensemble. Alors voilà, oui, je suis absolument d'accord, mais j'aime aussi le cinéma lorsqu'il laisse un peu son efficacité de côté pour des films moins sur deux, moins géniaux peut-être, moins orchestraux, moins mécaniques. Quand on parle de Fincher, en plus la mécanique a toute son importance, mais peut-être parfois un peu plus intime. Et alors je termine sur un truc. Par contre, il est assez étrange et questionnant de voir que lorsqu'on laisse cette liberté aux grands auteurs actuels, dans le cas ici particulièrement sur Netflix, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est qu'ils foncent tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils font quasi systématiquement des films un peu fleuves, des hommages à leur passé, à leur propre nostalgie, à leur propre famille, enfin des questionnements très intimes comme la peur ou des questionnements sur l'approche imminente d'une mort, un retour régulier vers le noir et blanc. Et en fait, ça questionne autant la singularité des différentes démarches, mais aussi le moule hollywoodien, entre guillemets, qui pousse souvent à faire des objets que nous, on dit souvent dans nos émissions, des objets interchangeables, mais qui donnent aussi envie à ceux qui arrivent à s'en extirper d'aller un peu tous dans la même direction. Alors, je ne tire pas de grandes conclusions à ça, parce que je n'en ai pas, mais je trouve ça, disons, au moins intriguant. Merci beaucoup Lucien, excellente répartie. Je propose qu'on fasse une deuxième interruption musicale avec Atticus Ross et Trent Reznor en écoutant I Wanna Fuck You Like an Animal. Non, plutôt en écoutant un petit bout de la musique de Monk. À tout de suite.
Donc après cette longue sortie de route sur Manque, le film de David Fincher qui était si attendu et qui a déçu notre camarade Manu. Bref, Lucien, un fou rire en 2020. Bah, avant un fou rire, je voudrais revenir une seconde sur Mank et dire que comme on n'a pas été au fond des choses avec ce film, on peut toujours, pour ceux qui lisent encore, aller lire un excellent papier sur le site de Culture au Point qui s'attarde un peu plus sur Mank. Le mec qui fait sa propre promo. On aura tout vu, quoi. Allez, un fou rire en 2020. Un fou rire sincère au cinéma en 2020, ou en dehors d'ailleurs. Ça n'a pas dû arriver très souvent. T'as l'émission de vieux geek dépressif. Allez, gars, on s'en resserre un coup. Non, plus sérieusement. Pareil, j'ai dû un peu fouiller. Il n'y a pas grand-chose qui m'est venu en tête. J'ai vu Wonder Woman 1984. Alors, inutile de tirer sur l'ambulance et de rappeler à quel point... Le premier était une médiocrité sans nom. Déjà, ouais. Donc inutile de rappeler à quel point Gal Gadot, si elle est la plus belle femme de l'histoire de l'humanité selon les dérives doucement séniles de Papy Schrader sur Facebook, elle est aussi probablement la pire actrice. Donc voilà. Cependant, le film est un festival. J'avais été mis en garde, mais je ne m'attendais pas à ce point-là. Un festival d'objets phalliques régulièrement attachés à travers la profondeur de champ aux entrejambes féminins lors de scènes lourdement symboliques. Et je dois dire qu'à partir de la 15e apparition de ce genre de truc, j'étais quasi systématiquement partagé entre être mort de rire, un peu d'effroi, je dois dire, et un désespoir total en l'avenir de ce type de blockbuster américain, particulièrement quand je pense que j'ai pu lire, et on a tous pu lire, que ce film portait une vision importante sur le monde contemporain, alors même qu'il me semble assez frelaté, mais vraiment, à certains moments, c'est vraiment très drôle. Merci Lucien pour ce petit éclairage. Manu. Moi, ça va être un fou rire en noir et blanc et en format 1.33 avec ce gros nanar bien poseur qui était The Lighthouse, le dernier film de Roger Egger, dont on a déjà parlé dans Transmission. Ce chef-d'œuvre qui se voulait à la croisée de Lovecraft et de Murnau, mais qui ressemble plutôt à un épisode d'American Pie, avec scène de branlette au clair de lune à la clé. À ce moment-là, on pourra vraiment admirer de tout le travail d'acteur studio de Robert Pattinson, sans oublier ce William Dafoe qui a enfumé le phare avec ses pets foireux, avec comme clou du spectacle, ce qui est quand même ce mixage son totalement improbable entre d'un côté les pets de William Dafoe et une sorte de corne de brume là, un peu inquiétante à la sauce Inception là ou Zimmer là. Bref, un film totalement con mais qui avait malgré tout par justement ces élans de conneries avait réussi à me sortir de ma torpeur. Merci Manu. C'est vrai qu'il était assez drôle ce film. Il aurait presque pu être le Mother de l'année 2020 quoi. Tu veux dire putain, Mother. Mother. Avec un point d'exclamation. Ah, Aronofsky nous a beaucoup manqué cette année hein. Ah mais il est de retour bientôt. Il est bientôt de retour avec un nouveau film. Oh là là, j'en frissonne. Alors, un acteur ou une actrice en 2020, Manu. Alors, un acteur ou une actrice pour 2020, je pense que je vais choisir Anya Taylor-Joy dans la série... Anya Taylor-Joy qui a été révélée par Roger Eggers, figure-toi. Oui, tout à fait, mais bon, en vrai, comme je suis pas un paradoxe près, je la préfère quand même devant la caméra de Scott Frank dans ce qu'est la mini-série Netflix Queen Gambit ou le jeu de dames, une série qui a 6 ou 7 épisodes et qui a été intégralement réalisée par Scott Frank. Scott Frank, on le connaît principalement comme scénariste, puisqu'il a été scénariste pour Spielberg, il a signé Minority Report, mais il a aussi été un collaborateur assez régulier de James Mangold. Et puis il a signé l'excellente adaptation d'Hors d'atteinte d'Alfred Elmore Leonard. Et il est un peu moins connu pour avoir réalisé deux films en mode film noir qui étaient The Lockout avec Joseph Gordon-Levitt. Ce film que j'avais découvert suite à la lecture d'un de tes papiers, si je ne m'abuse, à une époque où on ne se côtoyait pas.
Je me trompe? Oui, Ouais, et un second film qui est aussi à réévaluer, qui est Balade entre les tombes avec Liam Neeson, et enfin une mini-série il y a 2-3 ans, une mini-série western pour Netflix qui mettait les femmes à l'honneur. Et donc là, The Queen Gambit, c'est vraiment un rôle en or pour Anna Taylor-Joy, qui se métamorphose vraiment littéralement au sein de toute la série, et parfois même au sein d'un même plan. C'est assez bluffant. Elle déploie ici une palette de jeux assez hallucinante, dont elle n'est pas encore à mon sens mesurée toute l'étendue, et qui présage du meilleur pour la suite de sa carrière, et notamment The Last Night in Soho d'Edgar Wright. Ah oui, certes. Mais je crois que son compte Instagram aussi, elle publie beaucoup de vidéos, je pense, sur son compte Instagram. Alors, Lucien, quant à toi, un acteur, une actrice en 2020 ? On en a peu parlé dans notre rédaction, mais c'était vraiment l'un de mes acteurs préférés. Il est mort en 2020. C'est l'acteur que je retiendrai de cette année, c'est Kirk Douglas. Ouais, Sean Connery, c'était de la merde, t'as raison. Non, c'est pas ça que je dis. On me demande d'en retenir qu'un, mais oui, il y a eu d'autres morts et d'autres. J'adore aussi Gary Oldman depuis toujours et pour toujours. J'aurais pu en citer plein d'autres, mais voilà, si je dois en citer un, c'est Kirk Douglas, qui aura marqué l'année pour moi. C'est la minute deuil. On fait le truc générique avec tous la petite vidéo avec tous les morts de l'année. Moi, je propose qu'on mette juste la musique, mais sans les noms. D'accord, très bien. Et pour finir, je vais vous demander, messieurs, une réédition, coffret DVD, Blu-ray, bel objet pour les collectionneurs qui ont du fric. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien s'acheter qui vaut le coup ? Je continue. Outre les films cités plus tôt, qui étaient plus des ressorties en salle que des rééditions, puisque visiblement aujourd'hui je m'octroie le rôle d'autopromoteur, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, j'étais très content de revoir dans des magnifiques copies certains des films que nous avons chroniqués ici même, à savoir par exemple Crash, Elephant Man, Lorenzo's Oil, Failsafe, China Gate, L'homme qui voulait être roi et d'autres encore. Je place juste un mot sur, sauf que son nom vient de m'échapper, mais pour faire un lien avec la minute deuil juste avant, l'excellent scénariste de Failsafe nous a quittés hier ou avant-hier, je ne sais plus, lors de l'enregistrement de cette émission. Voilà. Mais comment s'appelait-il ? Tu n'as pas dit son nom ? Mais je retombe plus dessus. Écoutez tous nos podcasts sur ces films cités, et je suis persuadé qu'on cite son nom dans celui sur Failsafe. Voilà. Très bien, merci. Quel professionnalisme. Nous allons maintenant parler. Je cède la place à Manuelas, quelqu'un de sérieux. C'est vrai que l'année 2020, ça a été une année qui nous a permis quand même de nous replonger dans un bon nombre de films de patrimoine, même si j'aime pas trop cette appellation, avec beaucoup d'éditeurs qui font un super boulot d'éditorialisation sur les films qu'ils éditent, et notamment pour moi, ça aura été la route de Salina, un Lautner inédit qui a été édité par la collection Make My Day, qui est chapeautée par Jean-Baptiste Toré chez Studio Canal, même si le Blu-ray propose malheureusement que la VF d'époque, mais avec une très chouette interview de Sylvain Perret du site Inculte, qui revient sur toute la carrière de Lautner. Voilà, c'est un film assez stupéfiant, un peu à la croisée entre Le facteur sonne toujours deux fois et le retour de Martin Guerre, avec Rita Hayworth dans ses tout d'un dernier rôle au cinéma, et Smith Fermer qui est toujours aussi envoûtante. Voilà, c'est vraiment un film qui m'a fait redécouvrir une facette du cinéma de Lautner que je connaissais assez peu. Parce que bêtement, moi je le limitais un peu à sa fin de carrière, avec ses collaborations avec Belmondo, Delon ou ses comédies à succès. Et vraiment, j'ai découvert toute une autre facette de sa filmographie avec La route de Salina, mais aussi Galia ou Le 7e juré avec Bernard Blier. Donc voilà, c'est vraiment la preuve qu'il faut jamais, au grand jamais, ranger les gens dans des cases, quoi. Très bien, merci. Donc voilà, explosons les cases tous ensemble pour cette nouvelle année 2021 qu'on espère quand même
Avec des séances en salle. Ça a l'air un peu mal parti, mais on espère quand même qu'à un moment, quand les beaux jours seront revenus, nous pourrons à nouveau découvrir des films en salle, puisque ça nous manque beaucoup. Écouter ce cri du cœur. Voilà, mais sinon nous continuerons quand même, nous l'espérons, à assez régulièrement publier des podcasts sur les films qui font l'actualité, même si cette actualité est assez pauvre en ce moment. On essaiera quand même, nous, de jouer le rôle de défricheurs, d'éditorialistes pour le grand océan de VOD qui s'étend devant nous, et ces multiples propositions qui nous empêchent de savoir où donner de la tête parfois. Voilà, merci Lucien. Merci à vous. Et merci Manu. Merci les gars. Bon, et à très bientôt. Ciao, ciao.